Salut tout le monde, ici Farander pour vous parler d'un des réalisateurs les plus connus au monde, Steven Spielberg. Voilà, donc normalement je devais faire la vidéo avec le maître d'Anacalypse, malheureusement les 2 week-ends où je suis rentré chez notre mère, bah du coup c'est un peu chiant parce qu'il travaillait, donc pas le temps de tourner des vidéos. Et puis bah du coup si cette vidéo doit sortir en janvier, bah, malheureusement, j'ai pas le choix de le faire sans lui. Mais de toute façon, il y aura plein, au cours des années, il y aura plein de critiques de films de Spielberg, et là, je peux vous assurer que le Madame KFC sera présent à certains moments. Donc voilà, parce que c'est un grand fan de Spielberg aussi. Alors, attendez, je vois plus ma souris. Hop. Donc, on va pouvoir maintenant débuter avec euh, cette vidéo où on va globalement parler de la carrière. Alors, j'ai juste pris des choses que moi je trouvais intéressantes. Avec une carrière aussi fournie, je pense que il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de choses à dire. En tout cas, dans mon cas, j'ai pris ce que je trouvais intéressant et, euh, et voilà. Donc, ce sera comme ça. On commence avec une petite présentation globale. Donc Steven Spielberg est né le 18 décembre 1946. Donc là, dans 2 ans, il prendra 80 ans. C'est un truc de dingue. Et notamment là, en fin d'année, il prendra 78 ans. Je ne l'imaginais pas aussi vieux, honnêtement. Il est en activité depuis 1959, et oui, faites pas attention aux dates, vous comprendrez après, et a fait de nombreux métiers tels que réalisateur, producteur délégué, acteur, monteur, écrivain de fiction ou encore scénariste, parmi tant d'autres. D'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la différence entre producteur et producteur délégué, parce qu'il a été les deux, mais je ne connais pas la nuance entre un producteur et un producteur délégué. Mais ça, ce sera pour une autre fois. On va brièvement parler de ses parents. Donc, Steven Spielberg est le fils d'Arnold Spielberg, homme très important pour l'informatique, puisqu'il a créé l'ordinateur GE225 pour General Electric, qui permettra notamment à des étudiants et des chercheurs de créer BASIC, qui est un programme qui a notamment beaucoup aidé pas mal de personnes, notamment Bill Gates et Steve Jobs, à mener la révolution informatique. Et du coup, la mère de Steven Spielberg s'appelle Léa Adler, et du coup, elle était pianiste avant de devenir restauratrice. La photo, du coup, ce n'est pas les vrais parents de Spielberg. La photo provient du film The Fablesman, du coup, qui est une œuvre autobiographique de Spielberg. Il est bon de savoir que Steven Spielberg possède un nom hébraïque qui est Samuel, puisqu'il est d'origine juive, et ce nom Samuel est en l'honneur de son grand-père paternel. J'ai pas cherché à refaire non plus l'arbre généalogique en très grand. La seule chose que je peux dire, c'est que ses grands-parents sont originaires soit d'Ukraine, soit de Pologne, en fonction de si c'est les parents de la mère ou du père. Il raconte durant son enfance avoir été victime d'antisémitisme, qui le poussera notamment à renier ses origines juives pendant un temps, et on verra qu'au bout d'un moment, il va se mettre notamment à faire des films sur la Shoah et ces choses-là, qui fait que voilà, il n'aura plus de, je dirais pas de tabou, mais il pourra revenir sur le sujet. Avant de parler de ses débuts, il est important de parler également de ses influences. Notamment, enfant, il était passionné de BD, de bande dessinée. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur les bandes dessinées qui est sortie ce mois-ci également, ou qui va sortir dans les jours qui restent. Je ne sais pas encore, puisque la vidéo est enregistrée comme celle-ci, qui est en train de s'enregistrer, mais pas encore publiée. Bref. Mais aussi fan de cinéma, où il se rend tous les samedis. Plusieurs films notamment vont l'inspirer, dont Godzilla King of the Monsters, sorti en 1956, Capitaine Courageux, sorti en 1937, Pinocchio, sorti en 1940, et notamment celui qui aura le plus d'influence dans sa carrière, c'est Lawrence d'Arabie, sorti en 1962. Du coup, il aura déjà commencé à toucher à la réalisation avant la sortie de ce film, mais c'est celui qui aura le plus d'impact sur lui-même.
En 1959, à seulement l'âge de 12 ans, franchement, rappelez-vous ce que vous faisiez à 12 ans. Je crois qu'on ne faisait pas tous les mêmes choses que certains des grands réalisateurs, hein. La plupart des grands réalisateurs, dès qu'ils étaient gamins, ils avaient déjà la caméra en main, filmer des trucs. C'est impressionnant. Alors que nous, la plupart, enfin moi personnellement, je passais mon temps à faire du vélo avec des copains ou à jouer au foot ou des conneries, mais je veux dire, je- bien que je rêvais de devenir acteur, je faisais pas de mini-film chez moi. Bref. Du coup, à l'âge de 12 ans, il va tourner son premier film avec la caméra 8 mm de son père, un film qui dure 4 minutes, qui est dans le genre western et qui se nomme The Last Gunfight. Il tournera également un film à 14 ans, en 1961 du coup, un film nommé Espace to Nowhere et Battle Squad, qui eux sont plus des films centrés sur la guerre. Et à ses 17 ans, donc vers 1964 je crois, ouais, 1964, il tournera son premier film de science-fiction nommé Firelight. En 1964, un coup dur va arriver pour Steven Spielberg puisque ses parents, je vais dire, vont décéder, non pas du tout, vont divorcer et lui, du coup, il va se trouver à partir vivre seul avec son père, tandis que ses trois sœurs vont partir vivre avec sa mère. Du coup, il va être séparé d'une partie de sa famille. Il ne désire alors qu'à devenir cinéaste et se fiche un peu des études, même si petit à petit il va les reprendre et quand il va obtenir un diplôme, mais au début il s'en fiche un peu des études. En plus, il va tenter de rentrer dans certaines écoles où il ne sera pas accepté parce que ses résultats étaient complètement nuls. Donc ça ne va pas l'aider pendant un temps. En 1968, à l'âge de 21-22 ans, plus 21 ans parce que comme il est né en fin d'année, il tournera le court-métrage Amblin, qui sera diffusé, mais pas que, puisqu'il remportera notamment plusieurs prix pour ce court-métrage, et cela lui permettra notamment d'être repéré par Sidney Sheinberg, la vice-présidente d'Universal Pictures à l'époque, ce qui fera de Steven Spielberg le plus jeune réalisateur à signer un contrat à long terme dans un studio hollywoodien. Et d'ailleurs, en 1981, sa société de production se nommera Amblin Entertainment, un truc comme ça, en mémoire à ce court-métrage qui le lancera très clairement dans le monde de la réalisation. Du coup, à l'âge de 25 ans, il va réaliser son premier succès pour la télévision. Alors entre deux, il a tourné des petits épisodes de séries télé. Mais là, il va réaliser son premier succès à la télévision avec le téléfilm Duel, qui est une adaptation tournée en seulement 12 jours et qui possède apparemment une mise en scène assez particulière qui fera son succès. Voilà, du coup, le film qui, à mon avis, doit être à voir pour comprendre pourquoi il parle de mise en scène particulière. Il remportera notamment le Grand Prix du premier festival international du film fantastique d'Avoriaz, et ce succès permettra notamment de sortir le film, ce film Duel en version longue au cinéma en 1973. En 1974, Steven Spielberg doit faire face à son premier échec. Il a eu son premier succès juste avant, mais là, bam, il enchaîne avec un échec assez cuisant qui ne dépend pas totalement de lui, vous allez comprendre. En effet, il va tourner le film The Sugarland Express, du coup, qui est son premier long métrage pour le cinéma, qui s'inspire d'une histoire vraie. Le film, du coup, va rapporter seulement 12 millions de dollars, ce qui est extrêmement peu. Après, pour l'époque, c'était peut-être beaucoup, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas beaucoup. Et il recevra quand même le scénario, enfin le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes de cette année. Mais le film sera quand même un échec, puisque selon les rumeurs, Universal a décidé de saboter le film The Sugarland Express en refusant de faire la promotion du film, et notamment en décidant de mettre plus en avant un autre film qui se nomme L'Arnaque. Du coup, Sugarland Express marque notamment le premier travail en collaboration avec John Williams, parmi 29 collaborations qu'ils feront ensemble durant la carrière de Spielberg. Donc John Williams qui est un compositeur, si je ne dis pas de conneries.
Du coup, malgré l'échec de The Sugarland Express, notre ami Steven Spielberg va rebondir de manière un peu hasardeuse, hein, puisque dans le bureau de ses producteurs, il va tomber sur un manuscrit de Jaws, ou Les Dents de la Mer en français, et après avoir lu le bouquin, il décidera d'en faire la réalisation. Mais à cause de l'échec précédent, de son film précédent, il n'aura qu'un budget de 4 millions, très très peu pour faire un film, et travaillera avec des acteurs moins connus. Au final, ça va être une galère monstrueuse, puisque le tournage du film va durer 155 jours. Hein. Pour rappel, il a tourné une masterclass en 12 jours. Là, pour Les Dents de la Mer, il va mettre 155 jours. Il va dépasser le budget de 5 millions, puisque le budget total finalement va monter à 9 millions de dollars. Rien va se passer comme prévu, notamment un des requins mécaniques ne va pas fonctionner correctement, ce qui est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le requin n'apparaîtra pas, apparaîtra moins qu'il n'aurait dû dans le film, ce qui au final n'est pas plus mal. Il y a aussi les conditions météo qui n'ont pas aidé, puisque du coup le film est tourné en extérieur. Il y a eu tout ça qui ont beaucoup découragé les comédiens, et voilà, il y a sûrement eu d'autres choses, mais voilà. Et pourtant, le film sera un énorme succès, comme je disais, en France sous le nom Les Dents de la Mer, mais partout, un peu partout, puisque le film va remporter 470 millions de dollars. Imaginez, le film a coûté 9 millions de dollars, il en rapporte 470 millions, c'est énorme. Et surtout, c'est son premier succès mondial. Et d'ailleurs, Les Dents de la Mer sera reconnu comme l'un des premiers blockbusters. Du coup, au début des années 1980, Steven Spielberg désire réaliser un épisode de la saga James Bond, qui d'ailleurs continue à exister aujourd'hui. Et tandis que son ami George Lucas, qui est déjà connu pour les Star Wars, je crois les premiers dans les années 60-70, veut se lancer lui dans les films d'aventure. Les deux amis, du coup, se mettent donc à travailler en collaboration et arrivent à inventer l'un des personnages les plus iconiques du monde du cinéma, Indiana Jones. Et du coup, sortira en 1981 Indiana Jones, les aventuriers de l'âge perdu, qui est directement un franc succès. Du coup, grâce à Indiana Jones, Spielberg possède enfin une renommée mondiale. Il avait atteint un succès mondial grâce aux Dents de la Mer. Avec Indiana Jones, ça y est, il possède enfin une renommée mondiale. Et celui-là, ça va notamment lui permettre de présenter en clôture du Festival de Cannes de 1982 un film de science-fiction nommé E.T. l'extraterrestre. Ce film qui battra d'ailleurs les meilleures recettes américaines au cinéma de l'époque, record qu'il battra lui-même avec Jurassic Park en 1993. Et c'est notamment avec le succès de E.T. qu'il se mettra à créer son propre studio, Amblin Entertainment. Il produira notamment un film, sûrement son premier film d'horreur, qui deviendra directement l'un des plus grands classiques d'horreur, personnellement j'ai pas vu, qui est Poltergeist. Alors je crois qu'il y a des histoires un peu cheloues autour de Poltergeist, mais j'avoue que c'est pas le sujet de la vidéo, et puis je n'ai pas vu ce film, donc c'est difficile d'en parler. En 1983, Steven Spielberg ne fera pas face à un échec commercial ou critique, peut-être, hein, je sais pas pour entrer pour le film, mais il va bel et bien faire face à un échec amical. En effet, il va tourner La Quatrième Dimension avec 3 autres réalisateurs, John Landis, Joe Dante et George Miller, mais durant l'un des tournages, il y aura un accident d'hélicoptère qui va provoquer la mort de Vic Morrow, qui est un acteur, et de 2 mineurs. Alors on ne sait pas trop si, dans ce que j'ai lu, c'était juste marqué il y a eu 2 mineurs, mais est-ce que c'est des mineurs qui étaient acteurs, des figurants, ou des gens qui étaient par là, et qui se sont fait percuter par l'hélico, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais en tout cas, il y a 2 mineurs et un acteur qui sont morts. Et du coup, le fait que Spielberg n'ait pas apporté beaucoup de soutien à John Landis, cela a détruit l'amitié qui a apparemment existé entre les deux hommes. En 1984, Indiana Jones et le Temple Maudit sort, à nouveau en collaboration avec George Lucas,
et le film est un grand succès à nouveau, bien que la critique publique va être un peu plus dure. Notamment, le public va trouver que le film est trop violent et qu'il heurte un peu trop les sensibilités. Et apparemment, Indiana Jones et le Temple Maudit était difficile à voir pour les gens de l'époque. Et notamment, Spielberg lui-même va dire qu'il n'aimait pas ce film. Et il va le dire pour ces raisons-là, le film est trop sombre, trop souterrain et trop effrayant. Alors le trop effrayant, je vois pas ce qu'il y a d'effrayant vraiment dans Indiana Jones 2. Mais après, il faut dire que nous, on le voit, on est habitué aux films d'horreur, les films un peu bizarres aujourd'hui, donc c'est pas la même époque. Par contre, trop souterrain, ouais, ça je suis totalement d'accord, c'est vrai que c'est un peu étouffant comme film. Malgré tout, grâce à Indiana Jones et le Temple Maudit, il rencontrera sa future femme, Kate Capshaw. Et en 1989, il sortira le troisième opus d'Indiana Jones, qui sera également un grand succès, voire même un meilleur succès que les deux précédents. Du coup, après plusieurs échecs après Indiana Jones, la dernière croisade, au début des années 90, il enchaînera avec Always ou encore Hook, ou la revanche du capitaine Crochet, qui ont également été des petits échecs. Et d'ailleurs, le film Hook ou la revanche du capitaine Crochet est également un film que Spielberg n'aime pas. Je crois alors je ne sais plus s'il aimait bien l'intro et la conclusion, mais il déteste ce qu'il y a entre deux, ou s'il aime bien ce qu'il y a entre deux, mais il déteste l'intro et la conclusion. Mais je crois que c'est plutôt l'inverse. Je crois qu'il aimait bien l'intro et la conclusion, mais tout le reste du film, donc la plus grosse partie, il la déteste. Enfin, il la déteste. Du moins, il l'aime pas. Voilà. Et du coup, après tout ça, Spielberg va renouer avec le succès en 1993 avec l'adaptation du roman de Jurassic Park. Le film sera un succès, notamment avec les effets spéciaux de la société Industrial Light and Magic, mais aussi parce qu'il sera le plus grand succès de l'histoire du cinéma à l'époque, notamment en remportant 900 millions de dollars, battant le record d'E.T. qui était dans les 300 ou 400. Ah non, je ne l'ai pas noté les recettes d'E.T. Bref, en tout cas, elle a battu les recettes d'E.T. 900 millions de dollars dans les années 90, c'est quand même énorme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on atteint facilement le milliard, mais à l'époque, je pense qu'on frôlait rarement le milliard comme ça. Hein. Bref. Cette même année, il sortira un autre grand film qui sera La liste de Schindler. Ce film sera un succès critique, notamment l'American Film Institute le classera comme 8e plus grand film de l'histoire du cinéma dans son top 100 qui a été fait en 2007, un truc comme ça. Le film raflera également 7 Oscars, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation. En 1994, Spielberg, accompagné de Jeffrey Katzenberg et David Geffen, fondera DreamWorks SKG, donc le SKG qui sont en fait les initiales des noms de famille des trois hommes. Qui du coup est une société de production et distribution dans le domaine du cinéma, de la musique et des programmes télé. Il créera aussi cette année-là la Shoah Foundation Institute for Visual History and Education, qui recueille des témoignages sur la Shoah à diffuser aux plus jeunes afin d'éviter de nouveaux génocides. Bon. L'idée est très bonne et malheureusement, on l'a vu avec l'histoire que finalement, même en faisant de la prévention, ça n'empêche pas qu'encore aujourd'hui, des génocides existent. Ou du moins ont existé après les années 90. Du coup, en 1997, il réalisera le succès Jurassic Park, Le Monde Perdu, donc le deuxième opus, mais échouera sur le film Amistad, donc je crois qu'il est un film espagnol qui a un message pourtant très fort, puisqu'il parle de l'esclavage justement de l'époque des Espagnols. Je pense des conquistadors, sûrement dans cette période-là, ou un peu après cette période-là, enfin bref, en tout cas qui parle de l'esclavage. Il remportera à nouveau 5 Oscars par contre l'année suivante, en 1995, avec le film Il faut sauver le soldat Ryan, qui du coup est un film de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. On fait un petit bond dans le temps, on arrive en 2002, où après l'échec dans son retour à la science-fiction avec AI, Artificial Intelligence, du coup en français AI, intelligence artificielle, plus simple, il sortira
quelques autres films de science-fiction qui cette fois seront des succès, avec notamment Minority Report avec Tom Cruise, ou encore La Guerre des Mondes en 2005 avec toujours Tom Cruise. Et entre deux, il tournera également deux gros succès avec Tom Hanks, qui sont Arrête-moi si tu peux, avec surtout là Leonardo DiCaprio dans le rôle principal, et Le Terminal, avec cette fois Tom Hanks dans le rôle principal. Dans les années 2000, Spielberg va bosser sur le projet Interstellar, mais il va finir par laisser tomber le projet. Alors j'avoue que j'ai pas fouillé un peu plus pourquoi il a voulu abandonner le projet, mais en tout cas il a abandonné le projet, qui tombera entre les mains de Christopher Nolan et deviendra ce que le film est, hein. Certains adorent. Moi je regarde pas ce genre de film, donc je peux rien dire dessus. Je sais que certains ont aimé, certains n'ont pas aimé, hein. C'est comme ça avec tous les films de toute façon. En 2007, et par la suite, il produira la franchise Transformers, réalisée notamment par Michael Bay, et il sortira l'année suivante Indiana Jones et le Royaume de Cristal, qui se fera démonter par la critique. Je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'expliquer pourquoi, hein. Il y a beaucoup de choses qui fait que les gens n'aiment pas Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Honnêtement, moi je trouve que le film y passe, mais c'est vrai que c'est pas le meilleur des Indiana Jones. On va maintenant s'intéresser un tout petit peu au projet Les Aventures de Tintin, le secret de la licorne, qui est sorti en 2011, mais dont l'histoire du projet est plus vaste que ça. En effet, dès 1981, donc quand même il y a 30 ans avant, après le succès des Aventuriers de l'Âge perdu, et grâce à Melissa Mathison, donc qui était scénariste, je crois, sur Indiana Jones, et en même temps la femme d'Harrison Ford, il découvre Tintin à travers une BD qu'elle lui a donnée. En 1982, Spielberg prend contact avec la société Casterman, donc une société, je crois, d'édition, et il réussit à avoir une entrevue avec Hergé, l'un des auteurs. Non, je crois que Hergé. Attends. Bon, je suis en train de me perdre avec Astérix. Faut que j'arrête de penser. Je lis juste mon texte. Qui avait adoré le visionnage du film Duel et du coup avait accepté de rencontrer Spielberg. Malheureusement, Hergé décédera 7 jours avant leur rencontre, et malgré tout, la famille d'Hergé va accepter de laisser Spielberg travailler sur le projet. Mais avec la mort... d'abord, Spielberg avait envisagé une trilogie, avec Henry Thomas dans le rôle de Tintin, alors je sais pas c'est qui, et Jack Nicholson dans le rôle du Captain Haddock. Bref. Mais du coup, effectivement, avec le décès de Hergé, cela va beaucoup ralentir le projet. Un script avait pourtant déjà été écrit par Melissa Mathison, et le projet sera finalement annulé dans les années 80, pour finalement revenir sur le devant de la scène, en étant co-réalisé avec Peter Jackson, avec l'utilisation des effets spéciaux de Weta Digital, que l'on retrouve notamment dans le Hobbit. Voilà. Et le film sera un succès partout dans le monde, sauf aux États-Unis, ce qui va ralentir ou annuler la production et la réalisation des deux films qui étaient prévus, parce que, à nouveau, une trilogie était prévue, mais le fait que ce soit un échec aux États-Unis fait que il y aura peut-être jamais de suite. Et ça, c'est un truc, elle va être vulgaire, mais qui me casse les couilles. Les Américains me cassent les couilles. Parce qu'ils font plein de films qui sont bons, comme La Cinquième Vague, moi j'ai adoré, Mortal Engine, j'ai adoré. Tintin j'ai pas vu parce que je déteste la BD Tintin. C'est vraiment, même le dessin animé, je me fais chier quand je regarde Tintin. Je suis désolé pour les gens qui aiment Dor, mais moi je me fais chier devant Tintin. Et le truc, c'est que, par exemple, dans le cas de La Cinquième Vague ou Mortal Engine, on a des films qui sont vraiment bons, que beaucoup de gens ont adoré, hein. Tu regardes les gens, quand ils en parlent, et la plupart ont quand même adoré, mais le fait qu'aux États-Unis ça marche pas, paf, ils annulent les suites. Tu te dis, mais vous êtes vraiment des enfoirés, c'est pas parce que vous aimez pas que vous devez annuler pour les autres, surtout si... Enfin, je veux dire, si le monde adore, mais pas les États-Unis, c'est quand même dingue qu'ils annulent les choses juste parce que eux ils aiment pas. Ça, c'est un truc qui me saoule. Mais bon, c'est comme ça. Au final, on se contentera des romans et c'est très bien aussi. Du coup, après le projet Tintin, Spielberg va se mettre sur un autre ancien projet qu'il avait en tête, soit de faire un film sur Lincoln, adapté de l'ouvrage
Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. J'ai oublié de noter l'auteur. Mais bon, si vous notez le nom du livre, vous retrouverez l'auteur. Cela lui permet d'avoir, fin 2012, une projection spéciale au sein de la Maison Blanche, en la présence de Barack et Michelle Obama. Ce film va notamment recevoir 12 nominations aux Oscars, dont 2 victoires. Et grâce à ça, ça va placer Spielberg au record du plus grand nombre de nominations en tant que producteur, avec Kathleen Kennedy pour 8 nominations. Alors Kathleen Kennedy, le nom me dit quelque chose. J'ai envie de vérifier si c'est pas une connerie ce que je vais dire, mais je crois qu'elle est liée à une saga. Alors attends, Kathleen. En plus, je crois qu'elle a quitté justement les productions. Œuvre principale. Ah oui, après Star Wars, donc ouais, c'est bien elle qui a été. Ah oui, également Retour vers le futur. Après ça, que Benjamin Button. Ah oui, ok, ouais, c'est ça, les productrices associées avec Spielberg. Que oui, Retour E.T. et tout ça. Bon, ok, elle a notamment été productrice sur Star Wars. Ok, c'est bien ce que je pensais. Mais j'avais pas envie de dire c'est une productrice de Star Wars en disant une connerie, mais finalement, j'aurais eu raison, j'aurais dû avoir confiance en moi là-dessus. En 2013, du coup, il est annoncé pour travailler sur le projet d'adaptation du jeu Halo, qui d'ailleurs, je crois, a une série télé qui est sortie récemment, hein, parce que j'ai vu que la saison 2 allait sortir en 2024, donc il y a dû avoir une saison 1 il y a 1 ou 2 ans. Mais du coup, pareil, je sais pas trop pourquoi, il a décidé d'abandonner le projet de travailler sur Halo. Et en restant dans le monde des jeux vidéo, il sort fin d'année 2010 un blockbuster incroyable qui est Ready Player One, voilà, qui est, je crois, une adaptation d'un roman qui s'appelle Player One, mais le film est incroyable, enfin en passant, j'adore. Pareil, on fait un petit bond dans le temps, on passe en 2021, de toute façon là on va sur les dernières années, avec West Side Story, un film qu'il rêvait de réaliser depuis qu'il est enfant, qui imaginez le nombre d'années qu'il a attendu. D'ailleurs Peter Jackson, qui rêvait de réaliser le Hobbit, a attendu très longtemps aussi avant de pouvoir réaliser son rêve. Donc film, je crois qu'il devait sortir en 2020, mais a été décalé à cause du Covid. Et notamment, malgré de bonnes critiques sur le film, il sera un échec commercial, justement à cause du Covid. Spielberg annonce également ne pas réaliser le 5e opus d'Indiana Jones, laissant la tâche à James Mangold, même s'il fera la production du film. Il sortira également The Fablesman, dont vous avez déjà partagé une photo précédemment, qui est un film autobiographique, qui sera à nouveau un succès critique, mais un échec commercial, puisque les gens, c'est vrai qu'ils regardent assez peu, regardent moins ce genre de film que les blockbusters ou les grosses comédies qui sortent à l'écran. Malgré tout, il remportera le Golden Globes de la meilleure réalisation et du meilleur film dramatique pour The Fablesman. Petite info intéressante sur Steven Spielberg, et oui, vous ne rêvez pas en voyant cette photo, Steven Spielberg avait été pressenti pour réaliser la fameuse saga Harry Potter. Un projet qui du coup l'avait intéressé, sur lequel je ne sais pas s'il a commencé à travailler dessus, mais en tout cas, enfin oui, de toute façon il a forcément commencé à travailler dessus, puisque on nous dit que Spielberg a quitté le projet à cause de divergences de vision de l'adaptation qui ne collait pas à celle de Warner Bros et J.K. Rowling. Cela du coup l'a poussé à se retirer du projet et travailler sur d'autres choses, hein, dans les années 2000, début 2000, qu'est-ce qui nous a fait, bah ouais, tout ce qui est fin années 90-2000, ouais, tout ce qui était Minority Report, le Terminal, la Guerre des Mondes, tous ces trucs-là, bah, c'est ce qu'il a fait au lieu de faire Harry Potter du coup. Donc dites-vous que s'il avait fait Harry Potter, on n'aurait peut-être jamais eu ces films-là. Arrête-moi si tu peux et tout. Tout ça à cause d'une divergence d'opinion, bah, Spielberg ne touchera pas à Harry Potter. On va maintenant parler de quelques caractéristiques récurrentes chez Spielberg, avant que je vous parle de mes projets préférés du réalisateur. Et puis ensuite, la vidéo sera terminée.
Du coup, ses caractéristiques récurrentes, c'est que il aime beaucoup travailler sur les extraterrestres, mais pas de la même manière que les autres. Comparé par exemple à son ami George Lucas qui les travaille dans l'espace, avec Spielberg, c'est très récurrent que lorsqu'il travaille sur les extraterrestres, ce sont des extraterrestres qui viennent sur Terre. On a le cas d'E.T., le cas de la guerre des mondes, et encore rencontre du troisième type. Il y a également l'aspect conflictuel entre parents-enfants ou père-fils, qu'on retrouve pas mal dans ces films, notamment les enfants qui cachent E.T. des adultes dans le film E.T., Alan Grant qui dit détester les enfants au début de Jurassic Park, ou encore Ray dans La Guerre des Mondes qui est en conflit avec son fils durant le film. Il aime également travailler sur des familles américaines moyennes qui en général vivent dans la banlieue, ayant une vie plutôt banale jusqu'à ce qu'ils se retrouvent impliqués dans des aventures. Voilà. Et l'enfance également est un sujet important dans ses projets. Donc voilà un peu des caractéristiques récurrentes des œuvres de Spielberg. Je vais maintenant vous donner toutes mes productions préférées de Spielberg, ou du moins celles que j'aime bien, que je peux vous conseiller de regarder, même si je pense que certains vous les connaissez quasiment toutes. Il y a juste un où je me dis, celui-là, vous connaissez peut-être pas, mais tout le reste, c'est sûr que vous connaissez. Alors je vais d'abord parler de ceux où il a été réalisateur, ensuite ceux où il a été producteur délégué, et normalement ça se découpe que en deux comme ça, parce que en gros il a réalisé plein de films où il a été également scénariste ou des trucs comme ça, et il y a des films où il a été réalisateur qu'il a également produit, mais il y a aussi des films où il a juste été producteur et pas beaucoup plus. Donc, sur les films que Steven Spielberg a réalisés, que je vous conseille, que moi j'adore, il y a Les Aventures de l'Arche perdue, sorti en 1981, Indiana Jones et le Temple maudit, sorti en 1984, Indiana Jones et la dernière croisade, sorti en 1989, Jurassic Park, sorti en 1993, La liste de Schindler, sorti en 1993 également, Le Monde perdu, Jurassic Park, donc le troisième opus, sorti en 1997, Minority Report, sorti en 2002, Le Terminal, sorti en 2004, La Guerre des Mondes, sorti en 2005, Indiana Jones et le Royaume du crâne du cristal, même si c'est pas le meilleur, sorti en 2008, Le Cheval de guerre, sorti en 2011, et Ready Player One, sorti en 2018. Ouais, je crois que j'ai dit une connerie tout à l'heure, j'ai dit qu'il était sorti en début 2010, plutôt fin 2010. Désolé pour la petite erreur. Donc ça, c'est pour les films qu'il a réalisés. On va maintenant passer aux films qu'il a produits, coproduits ou a été producteur délégué. Bref, je ne connais pas les nuances des trucs de producteur. Bref. Parmi eux, on retrouve Retour vers le futur, sorti en 1985, Qui veut la peau de Roger Rabbit, sorti en 88, Retour vers le futur 2, sorti en 89, Retour vers le futur 3, sorti en 90, Balto, le film d'animation sur le chien qui va se lancer là, dans la recherche des médicaments là, avec les chiens de traîneau, qui est excellent, sorti en 1995. Ensuite, il y a les Transformers. Alors personnellement, moi j'aime bien les regarder comme un divertissement, c'est sympa, c'est certes pas les plus grands films de cinéma, mais ça reste quand même des bons divertissements, j'ai envie de dire. Du coup, Transformers sorti en 2007, Transformers 2, La Revanche sorti en 2009, Transformers 3, La face cachée de la Lune sorti en 2011, on a Super 8 avec Elle Fanning sorti en 2011, Real Steel qui, j'espère je ne confonds pas, je vais vérifier que je confonds pas le film, parce que là j'ai deux films en tête en même temps et je me dis est-ce que je me trompe ou pas. Oh non, c'est bien celui que je pensais. Encore une fois, Farander, fais-toi confiance, bordel de merde. Du coup, Real Steel qui est un film où Hugh Jackman fait des combats avec des robots. Enfin, des sortes de combats de boxe avec des robots. Donc, il contrôle un robot à distance qui fait des combats de boxe. Bref, un film vraiment très très bon avec Hugh Jackman. Pas le meilleur film de Hugh Jackman, mais quand même un très bon film. Ensuite, on a Transformers, l'âge de l'extinction, sorti en 2014, qui bon, là encore ça tapait dans les Transformers les moins bons. Les Jurassic World aussi, hein, voilà, pareil, c'est pas aussi bien que Jurassic Park, mais ça reste quand même du divertissement sympa. Donc Jurassic World sorti en 2015, Transformers The Last Night sorti en 2017, Jurassic World The Fallen Kingdom sorti en 2018, Bumblebee sorti en 2018 que je trouvais vraiment sympa par contre, Jurassic World Le Monde d'après
qui normalement est le dernier de la trilogie, sorti en 2002, et Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, sorti en 2023. Et la petite pépite, que perso j'adore, et c'est sûr qu'un jour on va en parler avec le maître d'Anacalypse, c'est la série télé Terra Nova, sortie en 2011, parce que cette série télé elle est trop bien, et je suis déçu qu'elle ait pas marché, parce que je crois qu'elle a eu un petit problème, enfin elle n'a pas marché autant que ça auprès du public, ce qui fait que du coup la production a été assez mitigée au fait d'en faire une suite, du coup on n'aura jamais de suite, alors qu'il y avait des teasings de dingue à la fin. Et ouais, série qui est excellente. Enfin, personnellement, moi je la trouve excellente. Où en gros, on suit une famille où le futur est complètement mort. Et du coup, pour repeupler un peu la Terre, sauver l'humanité globalement, les humains ont décidé de créer une colonie à l'époque des dinosaures et du coup de vivre à cette époque-là. Et du coup on voit comment les gens survivent à cette époque-là avec les dinosaures, avec les classes 6 qui sont des renégats, puisque il y a aussi des sociétés pas très cool dans le futur, du moins à la base le présent, qui foutent la merde dans le passé. Enfin bref, la série moi je la trouve trop bien. En plus au casting t'as des mecs, alors j'ai le nom du personnage, comme Stephen Lang. Ouais, je crois que c'est Stephen Lang qui joue le méchant d'Avatar, qui là joue le commandant Taylor, qui notamment a joué aussi l'aveugle là dans Don't Breast. Bref, cet acteur il est incroyable. C'est également la série télé qui m'a fait connaître Naomi Scott. Non, oui, Naomi Scott, qui ensuite aura joué dans les Power Rangers, ce qui est moins cool, mais Charlie c'est une drôle de dame, mais notamment dans Aladdin aussi, enfin bref, qui aura eu des films plus importants après cette série télé. Euh, voilà. Et d'ailleurs, quand j'avais parlé de la trilogie Fear Street, je ne sais plus si j'en ai parlé en vidéo de Fear Street, mais notamment un des persos secondaires assez importants quand même provient de Terra Nova et c'était un plaisir de le revoir. Bref, vous avez compris, moi je suis un grand fan de Terra Nova, ça me fait chier qu'on n'ait pas de suite, mais en tout cas Spielberg a au moins eu la bonne idée de revenir dans le monde des dinosaures et de produire cette série que personnellement moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo qui a été un peu longue et en même temps j'ai 3 pages d'écriture sur Spielberg, ça fait beaucoup. Je m'attendais à avoir beaucoup de choses à dire mais peut-être pas autant. En tout cas voilà un de mes réalisateurs préférés, c'est pas spécialement mon préféré mais il en fait partie. Je pense qu'il est au moins dans mon top 5. Voilà, très très grand réalisateur. Attendez-vous à ce que sur la chaîne on reparle de lui mais cette fois en critiquant ses films ou séries. Puisque Terra Nova c'est sûr qu'on en parlera, et des films du genre Indiana Jones, Minority Report, La Guerre des Mondes, La Liste de Schindler, les Jurassic Park, Ready Player One, tout ça, vous pouvez être sûr que ça sortira un jour en vidéo pour des critiques et même des choses qu'il a produites comme Retour vers le futur, Balto, Transformers, machin, bref. C'est pas la dernière fois qu'on parle de Spielberg, mais j'avais envie de présenter ce réalisateur qui fait des choses qui me divertit depuis très très longtemps, donc c'était bien de le mettre en avant. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous si vous aimez Spielberg ou pas, et si vous aimez Spielberg, en même temps, ce serait très bien que vous ayez regardé une vidéo de presque 40 minutes. On va dire 40 minutes pour quelqu'un que vous aimez pas, ce serait très bizarre. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire si vous aimez énormément Spielberg comme moi, si c'est un de vos réalisateurs préférés ou si c'est juste un réalisateur que vous aimez bien. Dites-moi quel est votre film ou série préférée de Steven Spielberg, surtout film préféré, parce que des séries, il n'a pas tant travaillé que ça sur des séries. Et dites-moi également si vous connaissiez Terra Nova ou pas. Bref, en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de parler de Spielberg. C'est dommage que j'en parle pas avec le maître d'Anacalypse parce qu'il s'en est un grand fan également. Mais malheureusement, si je l'avais attendu, la vidéo ne pourrait pas sortir au mois de janvier, ce qui était prévu. Mais bon, c'est les aléas de la vie quand une personne a un métier avec des horaires qui changent tout le temps. Pas pratique. Mais bon, c'est comme ça, en tout cas, il se fera un plaisir de revenir parler de Spielberg à travers des critiques de films. Sinon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.